Je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu Chantra s'effondrer. C'était dans un hôpital qui semblait venir du futur. Tout était blanc, silencieux, excessivement ordonné. Il n'y avait ni cri ni agitation, seulement des machines qui clignotaient, des médecins calmes, et cette impression étrange que rien ne pouvait mal tourner. Et pourtant, si, elle marchait dans le couloir quand elle est tombée sans prévenir. Son corps a perdu toute force, comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur invisible. Son visage est devenu livide, ses lèvres ont bleui, et sa poitrine se soulevait avec difficulté, comme si l'air refusait soudainement d'entrer. Ceux qui ont vu la scène ont pensé à quelque chose de grave, un collapsus respiratoire, peut-être une défaillance imminente. Moi aussi. Les médecins sont arrivés rapidement. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Capteur, appareil réglé, écran observé avec attention. Et c'est là que le problème a commencé. Les machines n'indiquaient rien. Tout semblait normal. Il le disait avec calme. Les signes sont normaux. Il n'y a rien d'anormal. Le corps réagit bien. Pour quelqu'un formé à la médecine, ce mot signifiait sécurité. Pour la mère de Chantra, il signifiait désespoir. Car il n'y a rien de plus angoissant que de voir quelqu'un suffoquer pendant qu'on vous assure que tout va bien. Ce n'était pas un cas isolé. Cela s'est reproduit. Encore et encore, toujours de la même manière. Chantra s'évanouissait sans avertissement, comme si son corps renonçait pendant quelques minutes. Parfois, elle se réveillait confuse, parfois en pleurs, incapable d'expliquer ce qu'elle ressentait. Elle disait seulement avoir l'impression d'être comprimée de l'intérieur, comme si quelque chose d'invisible serrait sa poitrine et sa gorge. La nuit, tout empirait. Elle a commencé à faire ce que les médecins appelaient des terreurs nocturnes. Mais pour ceux qui vivaient avec elle, cela ne ressemblait pas à des rêves. Elle se réveillait en sueur, haletante, les yeux trop ouverts pour quelqu'un qui vient de dormir. Elle disait voir une vieille femme, toujours la même, immobile près du lit. Elle ne parlait pas, ne touchait pas, elle observait. Les médecins prenaient des notes, échangèrent des regards et répétaient le diagnostic que personne ne voulait entendre. Stress, anxiété, esprit fatigué, analyse de sang, scanner, IRM, consultation spécialisée, toujours le même résultat. Normal, encore normal. C'est alors que quelque chose s'est brisé en la mère de Chantra. Car il arrive un moment où la science ne fait pas de bruit en échouant. Elle échoue en silence. Lorsqu'elle ne trouve rien à traiter, alors que le corps crie que quelque chose ne va pas, lorsqu'elle transforme la souffrance en statistique propre, la mère a compris que le problème n'était peut-être pas ce que les machines pouvaient voir, que l'erreur n'était peut-être pas dans les examens, mais dans la question posée depuis le début. Et dans cet hôpital rempli de technologie et de réponses vides, elle a réalisé une chose simple et terrifiante. Toutes les maladies n'apparaissent pas sur un écran. Après tant d'examens, quelque chose a changé en elle. Ce n'était pas une décision soudaine, mais un épuisement profond. Ce jour-là, Chantra a fait sa pire crise. Allongée dans son lit, elle a recommencé à suffoquer. Alarme, infirmiers, médecins, procédures impeccables. Et pourtant, aucune explication. Un médecin a dit calmement qu'il n'y avait pas de danger immédiat, peut-être encore de l'anxiété. La mère a écouté sans réagir. Elle a simplement compris que la médecine avait atteint sa limite, non par faiblesse, mais parce qu'elle cherchait toujours au même endroit. Et peut-être que la réponse se trouvait ailleurs. Le lendemain, Chantra n'est pas retournée à l'hôpital. Sa mère l'a emmenée loin de la ville, loin des machines, vers un temple ancien. Pas pour fuir la science, mais pour voir au-delà. Là-bas, tout était simple, pas d'odeur de désinfectant, pas d'appareil, seulement le silence et un vieil homme assis, observant. Il n'a demandé aucun examen, il a simplement regardé Chantra, ou plutôt quelque chose derrière elle. Lorsque le moine s'est levé et a dit que le problème ne se trouvait pas dans son corps, la mère a senti un froid la traverser. Ce n'était pas une maladie ordinaire, et cela n'avait pas commencé avec sa fille. C'est alors qu'a débuté ce qu'il appelait la véritable investigation. Il a interrogé la famille, les grands-parents, les histoires oubliées. Il a parlé de pactes anciens, de pratiques jamais refermées.
La mère s'est souvenue de récits toujours traités comme des superstitions, rituels, magie de protection devenue dette. Le moine a expliqué que certaines choses ne disparaissent pas. Elles dorment. Elles restent en attente, parfois pendant une génération entière, jusqu'à trouver un corps plus sensible. Cela n'attaquait ni les muscles ni les organes, mais ce qui soutient une personne de l'intérieur. Il appela cela un affaiblissement du système spirituel. Alors seulement, il parla de la présence nocturne. La vieille femme n'était pas un délire, elle était la cause. Pas un fantôme au sens classique, mais le prolongement direct de cette pratique ancienne. Pour certains, cela pouvait s'expliquer comme un traumatisme hérité, pour d'autres, comme de la sorcellerie. Pour lui, c'était simple, une dette jamais réglée qui avait trouvé un chemin pour revenir. Et à cet instant, la mère comprit qu'elle n'essayait pas seulement de sauver sa fille. Elle tentait de réparer une histoire entière, jamais affrontée. À partir de ce moment-là, la situation a cessé d'être floue. Elle est devenue lourde, sérieuse, presque irréversible. Le moine expliqua que ce qui affectait Chantra ne relevait pas d'un événement isolé. Ce n'était ni un choc soudain, ni une faiblesse personnelle. Selon lui, rien n'avait commencé avec elle. Le mal s'était formé bien avant sa naissance, dans une autre époque, au sein même de sa lignée familiale. Il parlait d'un acte ancien accompli par les grands-parents, dans un contexte de peur, de protection ou de survie, mais dont la conséquence n'avait jamais été réellement maîtrisée. Il précisa que certaines pratiques ne disparaissent pas simplement parce que les personnes qui les ont initiées sont mortes. Elles laissent des traces. Elles s'installent dans le temps. Elles restent actives tant qu'elles ne sont pas reconnues, nommées et refermées. Dans le cas de Chantra, cette influence était restée silencieuse pendant une génération entière. Elle avait attendu. Puis, lorsqu'un être plus sensible était né, elle s'était réveillée. Pour rendre cela compréhensible, le moine utilisa une comparaison étonnamment rationnelle. Il parla d'une infection dormante, comme un virus qui pénètre un organisme sans provoquer immédiatement de symptômes, puis qui reste caché pendant des années avant d'attaquer lorsque le système de défense faiblit. Chez Chantra, expliqua-t-il, ce n'était pas le corps physique qui avait cédé en premier, mais ce qui assurait sa stabilité intérieure, ce qu'il appela son immunité spirituelle. C'est à ce moment-là que la figure de la vieille femme cessa d'être perçue comme une simple hallucination nocturne. Le moine expliqua que cette présence n'était pas là pour effrayer gratuitement. Elle n'était pas un symbole vague, ni une projection de l'inconscient. Elle avait une fonction précise. Elle était la manifestation directe de cette pratique ancienne, une sorte d'agent actif chargé de maintenir le lien avec le passé. Elle apparaissait la nuit parce que c'est là que Chantra était la plus vulnérable, entre sommeil et conscience, lorsque les défenses rationnelles s'effacent. Les suffocations, les pertes de connaissance, les sensations d'écrasement n'étaient pas des crises indépendantes. Elles faisaient partie d'un même processus. Pour le moine, il ne s'agissait pas de symptômes dispersés, mais d'attaques coordonnées. Le corps exprimait ce que l'invisible faisait subir. À ce stade, la manière d'interpréter la situation dépendait fortement de la culture de celui qui écoutait. Pour un esprit formé à la pensée occidentale, notamment en France ou en Belgique, cette histoire pouvait être comprise comme un traumatisme transgénérationnel, une mémoire familiale enfouie, transmise inconsciemment, qui se réactive sous forme de troubles physiques sévères, une dette psychique héritée, sans intention consciente, mais bien réelle dans ses effets. Pour d'autres cultures, en particulier en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, il n'y avait aucune ambiguïté. Ce que décrivait le moine correspondait clairement au sihir, une forme de sorcellerie ancienne, ou à un karma familial non résolu, une dette spirituelle transmise par le sang qui finit toujours par réclamer un paiement. Le moine, lui, ne cherchait pas à opposer ces visions, il les reliait. Il expliquait que les mots changent selon les pays, les croyances et les systèmes de pensée, mais que le mécanisme reste identique. Quelque chose a été initié, quelque chose n'a jamais été clôturé, et ce quelque chose continue d'agir tant qu'il trouve un point d'entrée. Lorsque cette explication fut terminée, un silence pesant s'installa.
Ce silence n'était pas dû à l'incompréhension, mais à la lucidité. Car à présent, la maladie de Chantra avait une origine cohérente. Elle n'était plus invisible, elle n'était plus niée. Elle avait une logique, une continuité et surtout une intention. La question n'était plus de savoir si tout cela était réel ou non. La vraie question devenait beaucoup plus inquiétante. Maintenant que la cause était identifiée, était-il encore possible d'arrêter ce qui avait déjà commencé? Quand le moine eut terminé son explication, personne ne parla immédiatement. Ce n'était pas un silence de doute, mais un silence de gravité. Comprendre l'origine du mal avait déjà été difficile. Accepter ce qui allait suivre l'était encore plus. Après un long moment, la mère de Chantra posa la seule question qui comptait vraiment. « Est-ce qu'on peut la sauver ?» Le moine ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux comme quelqu'un qui mesure le poids de ses propres paroles. Puis il expliqua que, dans certains cas, identifier la cause ne suffit pas. Il faut créer une rupture. Une coupure nette entre la personne atteinte et ce qui la poursuit. Et cette rupture, dans la situation de Chantra, ne pouvait pas être douce. Il recommanda alors de consulter un second moine, plus âgé, connu pour intervenir lorsque les cas dépassaient les méthodes habituelles. Ce n'était pas quelqu'un que l'on voyait souvent. On disait qu'il refusait de s'impliquer dans la plupart des situations, précisément parce que les solutions qu'il proposait demandaient des sacrifices que peu de familles étaient prêtes à accepter. Quand ils le rencontrèrent, l'homme écouta sans interrompre. Il observa Chantra longuement, puis confirma ce que le premier moine avait déjà établi. Mais il ajouta une précision qui glaça l'air autour d'eux. Sans intervention, Chantra ne vivrait pas plus de 3 mois. Il ne parla pas de possibilité, ni de probabilité. Il parla comme un médecin annonçant un pronostic fermé. 3 mois, pas davantage. Le mal avait déjà trop avancé. Les crises allaient s'intensifier. Le corps finirait par céder. Puis il évoqua le traitement. Ce qu'il proposa ne ressemblait en rien à ce que la mère de Chantra avait imaginé. Il ne s'agissait ni d'un rituel spectaculaire, ni d'un exorcisme violent, ni d'un affrontement direct avec la présence. Selon lui, cela serait inutile. La chose qui poursuivait Chantra connaissait déjà ses méthodes. Elle s'y était préparée. La seule solution consistait à modifier l'identité même de la jeune femme. Il parla du mariage, pas comme d'un acte romantique, ni comme d'une union fondée sur l'amour ou le désir. Il en parla comme d'un mécanisme de protection. Dans certaines traditions, expliqua-t-il, le mariage ne lie pas seulement 2 personnes. Il crée une nouvelle signature spirituelle, une nouvelle appartenance, une frontière. En changeant de statut, Chantra deviendrait plus difficile à atteindre. La présence qui la suivait ne reconnaîtrait plus son accès aussi facilement. Elle serait désorientée, retardée, peut-être même bloquée. La mère sentit son cœur se serrer. Elle comprenait la logique, mais refusait d'y croire. Comment un mariage pouvait-il remplacer un traitement médical? Comment pouvait-on demander à une jeune femme, déjà si affaiblie, de porter une décision aussi lourde simplement pour survivre? Le moine fut clair. Ce n'était pas une garantie absolue. Ce n'était pas une guérison définitive. C'était une chance, la seule encore disponible. Il précisa aussi une condition essentielle. Le mariage devait être réel, accepté, sans contrainte visible, car une union forcée affaiblirait encore plus Chantra. La protection ne fonctionnerait que si elle consentait pleinement à ce changement d'identité. Le temps jouait contre eux. Chaque jour qui passait rapprochait Chantra de la prochaine crise irréversible. Les nuits devenaient plus agitées, les suffocations plus longues. La vieille femme apparaissait plus proche, plus insistante, comme si elle sentait que quelque chose se préparait. La famille entra alors dans une période de tension extrême. Trouver un époux, expliquer la situation sans tout révéler, organiser une cérémonie dans l'urgence, tout cela pendant que Chantra luttait simplement pour rester consciente. Ce n'était plus une question de tradition ou de croyance, c'était une course contre le temps. À ce stade, personne ne parlait plus de médecine ou de superstition. Il n'y avait plus que 2 options, agir ou attendre la fin annoncée. Et c'est dans cet état de pression absolue que la décision finale devait être prise. À partir de ce moment-là,
Le temps a cessé d'être une abstraction, il est devenu un adversaire. Chaque journée commençait avec la même question silencieuse. Est-ce qu'elle tiendrait jusqu'au soir? Chantra se réveillait de plus en plus épuisé, comme si le simple fait d'ouvrir les yeux lui coûtait déjà trop. Son souffle restait court, irrégulier, et son regard semblait parfois traverser les gens, comme si une partie d'elle se trouvait ailleurs. Les crises ne survenaient plus seulement la nuit. Elles apparaissaient en plein jour, sans avertissement, laissant le corps vidé, tremblant, incapable de se relever seul. La mère observait cette dégradation avec une précision douloureuse. Elle notait chaque changement, chaque signe annonciateur. Les moments de lucidité se raccourcissaient, les périodes de repos ne réparaient plus rien. Même les médecins, pourtant mis à distance depuis un moment, commencèrent à admettre que quelque chose échappait à leur compréhension. Le corps de Chantra se comportait comme s'il luttait contre une pression constante, invisible, mais persistante. En parallèle, la préparation du mariage avançait dans une urgence irréelle. Il fallait agir vite, mais sans provoquer de rupture. Trouver quelqu'un prêt à s'engager sans poser trop de questions. Expliquer juste assez, sans révéler l'essentiel. Chaque conversation devenait un exercice d'équilibre. Trop de vérité risquait de faire fuir. Trop de silence risquait de rendre l'union fragile. Or, la fragilité était exactement ce qu'il fallait éviter. Chantra, malgré son état, insistait pour participer aux décisions. Elle savait que ce choix n'était pas symbolique. Elle comprenait que sa survie dépendait de son consentement. Certains jours, elle parlait avec une clarté troublante, affirmant qu'elle acceptait, qu'elle n'avait plus peur. D'autres jours, elle restait silencieuse, les yeux fixés sur un point invisible, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. La vieille femme apparaissait désormais plus souvent. Elle ne se contentait plus d'observer, elle se rapprochait. Dans les rêves, elle se tenait au pied du lit. Parfois, Chantra se réveillait avec la certitude que quelqu'un venait de quitter la pièce. Les suffocations devenaient plus longues, plus intenses, comme si l'air était lentement retiré. Le monge avait prévenu. Plus l'échéance approcherait, plus la présence tenterait de reprendre le contrôle. La tension atteignit son point le plus élevé à quelques jours de la cérémonie. Chantra fit une crise si violente que sa mère crut la perdre. Son corps se raidit, ses lèvres devinrent presque noires, et pendant de longues secondes, aucun souffle ne sembla passer. Lorsqu'elle reprit conscience, elle murmura une phrase qui glaça tout le monde. La vieille savait. Elle savait ce qui se préparait, et elle n'était pas prête à renoncer. Malgré cela, il n'y eut pas de retour en arrière. Chaque heure comptait désormais. Les préparatifs furent simplifiés au maximum. Pas de célébration, pas de festivités inutiles. Juste l'essentiel. La date fut avancée. Les détails furent réglés dans la précipitation, comme dans une situation d'urgence médicale où l'on opère sans attendre toutes les confirmations. La veille du mariage, Chantra passa la nuit éveillée. Elle ne dormit presque pas. Elle disait sentir une pression constante autour d'elle, comme si l'air était plus dense. Pourtant, au matin, quelque chose avait changé. Son regard semblait plus ancré, plus présent. Elle se leva seule, lentement, mais sans s'effondrer. Personne n'osa parler d'espoir à voix haute. À ce stade, il ne s'agissait plus de croire ou de douter. Il s'agissait d'aller jusqu'au bout, parce qu'il n'existait plus d'alternative. Le temps, ce jour-là, avançait avec une lenteur cruelle. Chaque minute séparant Chantra de la cérémonie semblait chargée d'un poids immense. Et pendant que tous se concentraient sur l'horloge, sur les gestes à accomplir, sur les dernières formalités, une question restait suspendue, lourde et inquiétante. Arriverait-il à franchir cette étape avant que ce qui la poursuivait ne décide de frapper une dernière fois? Le jour de la cérémonie, rien ne ressemblait à ce que l'on appelle habituellement un mariage. Il n'y avait ni musique forte, ni décor travaillé, ni invités nombreux. Tout avait été réduit à l'essentiel, comme dans une situation d'urgence où chaque élément superflu devient un risque. L'atmosphère était tendue, presque silencieuse. Les gestes étaient lents, mesurés. Personne ne souriait vraiment, mais personne ne pleurait non plus. C'était comme si chacun retenait son souffle, attendant de voir si ce simple acte suffirait à changer quelque chose. Chantra arriva soutenu, mais debout.
C'était déjà inhabituel. Les jours précédents, elle avait à peine eu la force de marcher seule. Ce matin-là, son visage était pâle, mais ses yeux semblaient plus présents, plus ancrés. Ceux qui la connaissaient bien remarquèrent immédiatement ce détail. Il n'y avait pas de joie visible, mais il n'y avait plus cette impression de glissement permanent vers l'absence. La cérémonie fut brève. Les paroles furent prononcées sans emphase, sans promesse excessive. Il n'était pas question d'avenir lointain, seulement d'un engagement immédiat. Quand l'union fut officiellement reconnue, un silence étrange suivit. Pas un silence vide, mais un silence chargé, comme si quelque chose venait de se produire sans que personne ne sache encore comment le nommer. Ce fut dans les heures qui suivirent que le premier changement apparut. Chantra ne s'effondra pas. Elle ne fit aucune crise. Son souffle resta stable. Pour la première fois depuis des mois, elle s'assit sans ressentir cette pression constante sur la poitrine. Elle dit simplement se sentir fatiguée, mais pas écrasée. Cette nuance, infime pour un observateur extérieur, fut immédiatement perçue comme essentielle par sa mère. La nuit suivante passa sans suffocation. Chantra dormit peu, mais elle dormit sans se réveiller en sursaut. Lorsqu'elle ouvrit les yeux au matin, elle affirma ne pas avoir vu la vieille femme, pas même à distance. Ce n'était pas un soulagement triomphant, mais une absence. Comme si quelque chose qui occupait constamment l'espace avait cessé d'être là. Les jours suivants confirmèrent une stabilisation. Les crises ne disparurent pas totalement, mais elles perdirent leur violence. Les pertes de connaissance cessèrent. Le corps restait fragile, affaibli par des mois de lutte, mais il ne semblait plus attaqué de l'intérieur. Les médecins, recontactés par prudence, notèrent une amélioration qu'ils ne surent pas expliquer. Ils parlèrent de rémission partielle, de réponse psychosomatique positive, de réduction du stress. Aucun terme ne décrivait vraiment ce qui avait changé. Le moine, lui, resta prudent. Il expliqua que ce type de rupture ne signifie jamais une victoire définitive. Ce qui avait été transmis sur plusieurs générations ne disparaît pas sans laisser de traces. La présence avait perdu son accès direct, mais cela ne voulait pas dire qu'elle avait été détruite. Elle avait été contenue, repoussée, privée de son point d'entrée principal. Chantra comprit alors que survivre ne signifiait pas revenir à l'état d'avant. Cela signifiait apprendre à vivre autrement, avec une conscience nouvelle de ce qui l'entourait et de ce qu'elle portait malgré elle. Elle accepta cette idée sans révolte, peut-être parce qu'elle avait déjà frôlé la disparition trop souvent pour exiger une normalité absolue. Avec le temps, la peur recula, pas d'un coup, lentement, par petites couches. Les nuits cessèrent d'être un territoire hostile. Les journées retrouvèrent une continuité. La vieille femme ne revint pas, du moins pas sous la forme qu'elle avait connue, et cela suffisait pour l'instant. Ce qui resta, en revanche, fut une certitude partagée par tous ceux qui avaient suivi cette histoire de près. La maladie de Chantra n'avait jamais été uniquement une affaire de corps. Elle avait été une faille ouverte par le passé, amplifiée par le silence, et refermée non pas par un traitement classique, mais par une transformation profonde de son identité. Il n'y eut pas de conclusion nette, ni de déclaration spectaculaire. Seulement une vie qui reprit différemment, mais suffisamment solide pour continuer. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut espérer. Avec le recul, ce qui frappe le plus dans l'histoire de Chantra, ce n'est pas la présence elle-même, ni même la gravité de ses symptômes. C'est le chemin qu'il a fallu parcourir pour accepter une idée profondément inconfortable. Toutes les maladies ne relèvent pas uniquement du corps. Pendant longtemps, tout avait été pensé selon une logique simple. Un symptôme devait avoir une cause visible. Une crise devait correspondre à une anomalie mesurable. Lorsqu'aucune explication n'apparaissait sur les écrans, on parlait d'erreur, de stress, de surcharge émotionnelle. Ce langage rassure. Il permet de croire que ce qui échappe aujourd'hui sera compris demain. Mais pour Chantra, demain n'arrivait jamais. Ce que cette histoire révèle, c'est la limite d'un regard unique. La médecine occidentale a sauvé des millions de vies et personne ne le nie. Mais elle a aussi ses angles morts.
Elle observe ce qui peut être isolé, analysé, reproduit. Elle a plus de mal à prendre en compte ce qui se transmet sans se montrer, ce qui traverse les générations sans laisser de traces écrites, ce qui s'inscrit dans les silences familiaux. Chantra n'était pas malade parce qu'elle était faible. Elle n'était pas victime d'un simple déséquilibre chimique. Elle portait quelque chose qui ne lui appartenait pas entièrement. Une histoire ancienne, jamais racontée jusqu'au bout, jamais refermée. Et tant que cette histoire restait ignorée, son corps continuait de parler à sa place. Pour certains, cette lecture restera symbolique. Ils parleront de mémoire transgénérationnelle, de traumas hérités, de transmission inconsciente. Ils verront dans la vieille femme une représentation de ce passé qui refuse de disparaître. Et cette interprétation a sa cohérence. Elle explique pourquoi le corps finit par céder lorsque l'esprit ne peut plus contenir ce qui n'a jamais été formulé. Pour d'autres, notamment dans les cultures africaines et maghrébines, il n'y a rien de métaphorique dans ce récit. Ils y reconnaîtront un schéma connu, une dette spirituelle, un cire ancien, un acte posé par des ancêtres et jamais annulé. Dans cette lecture, la maladie n'est pas une abstraction. Elle est une conséquence directe, une continuité logique. Ce qui rend l'histoire de Chantra particulière, c'est qu'elle ne force pas à choisir entre ses visions. Elle les met face à face. Elle montre que parfois le langage change, mais que l'expérience humaine reste la même. Une souffrance réelle, des symptômes concrets, une vie suspendue et une guérison qui ne passe pas par les voies habituelles. Chantra n'a pas été sauvée parce qu'elle a rejeté la médecine. Elle a survécu parce qu'elle a accepté que la médecine ne pouvait pas tout contenir à elle seule. Elle a compris que guérir ne signifiait pas toujours effacer, mais parfois transformer. Modifier son rapport à ce qui la traversait. Créer une nouvelle structure, là où l'ancienne était devenue dangereuse. Aujourd'hui, sa vie n'est pas parfaite. Elle reste attentive, prudente, consciente de ses limites. Mais elle vit. Et surtout, elle n'est plus en train de disparaître lentement sous le regard impuissant des autres. Cette histoire ne cherche pas à convaincre. Elle ne demande ni foi aveugle, ni rejet de la raison. Elle pose simplement une question inconfortable. Et si certaines maladies n'étaient pas seulement des dysfonctionnements, mais des messages? Et si le corps, parfois, parlait au nom de toute une lignée? Parce qu'au fond, soigner un corps peut être simple. On suit un protocole, on administre un traitement, on observe les résultats. Mais soigner une histoire familiale, invisible, fragmentée, transmise sans mots, demande autre chose. Cela demande du courage, de l'écoute, et parfois d'accepter que la solution ne viendra pas de l'endroit où l'on regarde habituellement. C'est peut-être là la leçon la plus dérangeante de l'histoire de Chantra. Certaines douleurs ne naissent pas dans le présent. Et tant qu'on refuse de regarder le passé, elles trouvent toujours un moyen de revenir.